Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, on va parler de ce film événement. On l'a déjà fait il y a un mois de cela, qui est Les Survivantes, mais on doit mettre, je pense, un coup de boost pour que l'ensemble des cinémas français puissent diffuser ce film. Donc on va encore en parler et je reçois pour ça Madame Hélène Pelos, survivante, haut fonctionnaire. Bonjour chère Hélène, comment allez-vous ? Bonjour Mike. Comment allez-vous du coup ? Ça va. Ça va bien pour l'instant ? Ça va. Bon, vous êtes une survivante. Votre témoignage, et faut se dire, moi j'ai vu le film, est bouleversant. Ça n'a pas été trop dur de parler face caméra de ce que vous avez vécu ? Alors non, pour moi, ça n'a pas du tout été difficile de parler face à la caméra de ce que j'ai vécu. En revanche, ce qui a été beaucoup plus difficile, c'est ce que j'ai subi avant de parler, puisque moi j'ai fait l'objet d'une tentative de meurtre par ronde. Donc la nuit, la veille du jour où j'ai parlé à Pierre Barnérias. Et donc j'ai été hachée par ondes, ce qu'on appelle des armes électroniques. J'ai été littéralement hachée par ondes toute la nuit. C'est des états de souffrance que je ne peux pas vous décrire. C'est comme si on vous taillait d'un coup de couteau, sauf que c'est fait par des ondes. Et donc je suis sortie de là exsangue, agonisante de souffrance, avec le centre de la parole bloqué. Voilà, et puis donc quand j'ai pu recouvrer l'usage de la parole, ce qui ne s'est pas fait tout de suite, j'ai appelé Pierre en lui disant de m'envoyer quelqu'un pour tourner les images vides parce que je venais de faire l'objet d'une tentative de meurtre. Donc il m'a envoyé son directeur de production, on a tourné à ce moment-là, et puis quelques semaines après, j'ai été torturée, donc là j'ai eu tout l'entrejambe brûlé, dans toute la zone anale et génitale brûlée par ondes à distance. Donc j'ai eu les muqueuses, mais littéralement parcheminées, donc des états de souffrance, je ne peux pas vous décrire ce que c'est. D'aller aux toilettes, c'est un supplice et un calvaire. Voilà. Donc j'ai vraiment payé dans ma chair pour pouvoir tourner ce film. Comment on le vit ça justement ? On le vit, je vais être très honnête avec vous, moi si j'avais su avant que je souffrirais autant, je n'aurais pas à tourner ces images. Voilà. Mais ça s'est passé, les mesures de rétorsion, ça s'est passé après, entre guillemets. Puis une fois qu'ils vous ont fait, la première fois qu'ils m'avaient fait ça, j'avais qu'une idée, c'était de tourner avant d'être éliminée, entre guillemets. Voilà, c'est à l'aune du combat. C'est à l'aune du combat qu'il y a aujourd'hui parce qu'il est très important que ces choses-là ne se sachent pas pour qu'elles puissent perdurer. En fait, tout est basé sur le secret et l'omerta. Si aujourd'hui tout le monde savait, ces choses ne pourraient plus se produire. Donc vous avez été victime dans votre enfance de torture, de viol. Votre grand-père était franc-maçon, précisez bien satanique. Mmh. Il a été chef d'un réseau pédocriminel. Et parce qu'il était chef aussi d'un réseau pédocriminel, eh bien, il a utilisé aussi sa famille. Il a, on le dire, torturé sa famille. Alors, je ne sais pas si mon grand-père était chef, parce que je pense qu'au-dessus de lui, il y avait d'autres chefs. En tout cas, il était bien gradé. Oui, alors il était bien gradé, c'est-à-dire qu'en fait, mon grand-père avait l'avantage d'être médecin, il était également pédiatre, donc qui dit pédiatre, vous avez accès, il avait plein de pouponnières, vous avez accès aux enfants, entre guillemets. Donc effectivement, il était dans ce réseau-là. Quand vous montez dans la franc-maçonnerie satanique, le principe, c'est vous sacrifier ce qu'il y a de plus cher au monde. Je demande, qu'est-ce que vous avez de plus cher au monde ? C'est votre famille, en général. C'est votre famille, ce que vous avez de plus cher au monde. Donc il faut sacrifier votre propre famille. Donc on est plusieurs petits-enfants à être passés là-dedans. Je suis la seule aujourd'hui, à ce jour, à m'en souvenir. Voilà, j'ai des cousins, cousines qui ont exprimé des choses, qui ont eu des symptômes qui sont souvenus de 3 choses, mais pas du tout assez pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils avaient vécu. Et puis, contrairement à moi, ils ont été beaucoup médiqués, ils ont été internés en psychiatrie, ce que moi, j'ai eu la chance de ne... j'ai jamais subi ça, parce qu'il faut savoir, quand vous rentrez en psychiatrie, quand vous êtes dans un réseau, le réseau vous récupère de l'autre côté. Donc on va vous mettre la camisole chimique, éventuellement d'autres camisoles, une camisole physique s'il faut, etc. Mais en tout cas, vous êtes pris en charge, comme on dit, par le réseau. Donc effectivement, c'est pas toujours une bonne idée, c'est même une très mauvaise idée d'aller atterrir en hôpital psychiatrique quand vous êtes victime, encore une fois, quand ça s'est passé dans le cadre d'un réseau. Alors en ce qui concerne
vous avez évoqué mon grand-père, chef d'un réseau. Moi, j'ai besoin de préciser que les rituels étaient présidés par un primat des Gaules. Un primat des Gaules, je précise ça pour nos auditeurs, c'est l'évêque de Lyon. Donc c'est un évêque qui a un rang particulier dans l'Église catholique en France. Donc ça veut dire que c'est un très 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 haut niveau dans l'Église, dans l'institution ecclésiastique. Et donc ça veut dire que dans l'Église, il y a plusieurs évêques qui font ça. Il y a également l'évêque de Beléars qui était impliqué. Donc le primat des Gaules s'appelait Alexandre Renard et l'évêque de Beléars s'appelait René Dupanloup. Oui, donc c'est l'Église, on peut dire que l'institution a caché et a été complice de ces choses. Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a ça dans l'Église, donc pour que ça sorte de l'institution, il faut que ça puisse être dénoncé, c'est très très compliqué à dénoncer. Moi, j'ai besoin de vous partager aujourd'hui que ça fait depuis 2016 que je dénonce ces rituels sataniques dans l'Église et que je me suis heurtée à un mur. C'est-à-dire que j'ai écrit une première fois à Monseigneur André XXIII, qui à l'époque était archevêque de Paris, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai écrit une deuxième fois en 2018 à l'archevêque de Paris, Michel Aupetit. Je n'ai pas eu de réponse, je n'ai jamais été reçue. Vous entendez, jamais. Donc il y a une forme il y a une forme d'omerta, il y a une forme de on ne veut pas savoir, on ne veut pas recevoir, on ne veut pas écouter. Voilà, moi je rappelle que dans l'Évangile, il y a tout un tas de versets qui parlent de laisser venir à moi les pauvres, les petits-enfants, etc. Moi, je suis vraiment la pauvre dans l'Église catholique, au sens où j'essaie de dire la vérité, et en face de moi, il y a un système qui fait corps, qui se rétracte. Alors, je précise qu'il y a quand même quelques individus qui m'ont énormément soutenue et aidée, et je profite de l'émission pour les remercier infiniment. Je pense notamment à Gilles, qui est mon frère prêtre. Je pense également à Timothée, qui m'a beaucoup exorcisé. Également Jacques Mabi au Pérou, avec toute l'équipe là-bas. Voilà, il y a Jaroslav aussi, l'abbé Billot. Voilà, je ne peux pas les citer tous, mais vraiment, je voulais profiter de ce moment pour les remercier infiniment. En revanche, l'institution ecclésiastique, elle contribue à l'omerta. Pourquoi ? Parce qu'elle prétend faire la lumière, donc elle prétend accueillir la parole des victimes, et en fait, elle ne le fait pas, ou elle le fait un tout petit peu, ou elle le fait, etc. Moi, je suis allée témoigner de ce qui m'est arrivé devant la commission indépendante d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église. Donc, j'ai été auditionnée décembre 2020. Il y a un PV d'audition qui fait une quarantaine de pages, et tout ça a été enterré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot sur les rituels sataniques dans le rapport Sauvé. Voilà, quand j'ai demandé à savoir comment, pourquoi, on ne m'a jamais répondu. Et donc ça continue. Donc ensuite, cette commission a fait l'objet de restitution de travaux. Donc moi je me souviens, j'étais à la messe ce jour-là dans mon diocèse qui est diocèse de l'Oise, donc dans ma paroisse qui est la paroisse Vallée de l'Aisne. Et donc le prêtre a dit en chair, voilà, nous avons le rapport Sauvé, c'est tellement merveilleux, la SIAZ a fait un travail merveilleux. Et donc je l'ai accroché, tiré par sa soutane à l'issue de la messe en lui disant, attendez, moi il y a un petit problème, c'est que j'ai été auditionné, tout a été enterré. Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps de me recevoir. Voilà. Et donc ensuite, il y a eu des réunions de restitution dans différentes églises du diocèse de l'Oise. L'évêque est venu et puis on a restitué les travaux de la SIAZ. Et à ce moment-là, j'ai demandé le micro, toujours pour parler. Et là, on m'a interdit de micro. Donc l'évêque a pris mon dossier et puis il l'a joyeusement enterré. Je lui ai fait des petits courriers recommandés avec accusé de réception, mais il ne s'est rien passé. Voilà. Donc moi, je vous témoigne de tout ça depuis 2016. Nous sommes aujourd'hui en 2024, donc ça fait 8 ans que voilà, je porte ce dossier dans l'Église catholique et qu'il ne se passe rien. Il faut que ça sorte. C'est pour ça que moi, j'appelle vraiment les gens qui nous regardent à écrire à leur cinéma, même de quartier. Dites, voilà, nous voulons voir les survivantes. Nous voulons le voir. C'est obligatoire. Dites-moi, donc vous avez perdu la mémoire. Vous avez fini par la retrouver il n'y a pas très longtemps. Pourtant, vous avez fait quand même des grandes études. Vous êtes devenu haut fonctionnaire, même diplomate. Dans la diplomatie, vous avez travaillé avec M. Borloo. Quel a été le déclencheur de ce retour de la mémoire ? Alors, il y a beaucoup de choses c'est tout un ensemble, on va dire. Disons que moi, j'ai pu commencer à me souvenir quand j'ai commencé à arrêter de courir. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous êtes traumatisé, que vous avez un syndrome de stress post-traumatique ? En fait, vous avez un système de fuite où vous fuyez ce qui est stocké dans votre inconscient, mais qui n'est pas dans votre conscient. Et donc l'idée, c'est une espèce de course de fuite en avant, pour pas
être confrontée à ça. Quand j'ai commencé à m'arrêter suite à, on va dire, ma carrière, à un moment, j'ai eu ce qu'on appelle un accident de carrière. Et donc là, je me suis posée. Et c'est la première fois de ma vie où je me souviens que je pouvais rester de très longues minutes, voire de très longs quarts d'heure, allongée sur mon lit sans rien faire. Voilà, donc simplement de se poser. J'ai commencé aussi une thérapie à l'époque, parce que j'allais très très mal. Et c'est revenu en fait dans un contexte où j'ai commencé à lire et ça parlait de prêtres qui violaient. Et ça a été vraiment déclencheur pour moi, c'est-à-dire que là je suis littéralement partie en enfer et mon corps s'est mis à revivre les rituels, mais j'étais incapable de mettre des mots sur ce que je vivais à ce moment-là. C'était quoi, à base de flash? Non, alors là c'était pas des... Enfin, il y a eu un peu de flash, mais pas tant que c'était surtout une mémoire kinesthésique. Vous voyez, c'est que votre corps se souvient de ce qu'on lui a fait. Donc vous ressentez... il y avait des émotions, il y avait des sensations kinesthésiques de torture, donc de souffrance physique. Je faisais même des sorties de corps. C'était tellement dément la mémoire de la douleur que je sortais de mon corps. Alors qu'à l'époque, j'avais 42 ans et que ça faisait des années que je n'étais plus torturée. Mais en fait, c'est comme si mon inconscient lâchait tout. Et en lâchant tout, il lâchait aussi ce que j'avais fait dans les rituels, ce qui est très, très bien connu, expliqué notamment par un psychologue dans le film. C'est-à-dire que c'est un état dissociatif aigu, donc vous sortez de votre corps, sous l'effet de la souffrance, vous êtes totalement dissocié, quoi. Il y a une partie de vous, c'est comme si votre conscience était à l'extérieur de votre corps. Comment se déroulait alors, vous répondez si vous le souhaitez, j'espère que cette question ne va pas vous heurter. Et comment se déroulaient justement ces rituels? Alors les rituels, il y a différents types. En tout cas, il y a un peu des choses fondamentales. Les choses fondamentales étant qu'il faut faire le maximum de mal et de provoquer le maximum de souffrance. Donc, moi, en ce qui me concerne, c'était des rituels, donc encore une fois présidés par des prélats de l'Église catholique, donc totalement inversés. Alors, inversé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites une messe inversée. Au lieu d'avoir une messe, entre guillemets, normale, vous faites une messe noire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez torturer des enfants, les faire se torturer selon des étapes un peu prédéterminées, jusqu'au sacrifice ultime, où là, vous sacrifiez un être humain, vous sacrifiez des enfants, donc qui sont égorgés, on recueille leur sang dans un calice, et ensuite il faut boire le sang de l'enfant et manger sa chair. Donc il y a du cannibalisme sous ces deux espèces, parce qu'on singe la messe jusqu'au bout, donc il y a le corps et le sang. Et puis il y avait également, donc, notamment pour moi, j'avais une fonction de nettoyeuse dans les rituels, enfin, parmi plein d'autres choses, mais c'est quelque chose que j'ai dû faire. Donc nettoyeuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des monceaux, des cadavres d'enfants, puisque les enfants ont été éventrés, dépecés, brûlés, massacrés, violés, tronçonnés, on a prélevé des organes, on a bouffé un morceau de leur chair, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, ça fait tâche, entre guillemets, vous voyez, il y a des bouts partout. Donc à ce moment-là, on me disait, va faire les courses. Vous voyez, j'ai encore une réaction là. Moi, cette phrase, elle m'a toujours fait toute ma vie péter les plombs. Je pouvais dire, je vais faire les courses, nous allons faire les courses, mais va faire les courses, c'est monstrueux parce que c'était le commandement que mes bourreaux me donnaient dans les rituels. Ça voulait dire que je devais prendre un seau et aller ramasser tous ces morceaux de corps, mettre tout ça dans un seau, et ensuite il fallait que je fasse la cuisine. Voilà, il fallait que je cuisine tout ça et que je serve ça à manger. Donc, et qu'ensuite je nettoie. Ensuite il fallait faire une vaisselle satanique de tout ça. Donc moi j'ai eu pendant des années, c'est pas fini de guérir chez moi, j'ai encore ça pour la vaisselle. Donc va faire les courses. Bon, quand vous retrouvez, déjà vous pouvez retrouver l'engramme, donc après vous pouvez travailler pour dissocier cette espèce d'émotion monstrueuse qui est collée à la phrase. Et notre phrase comme ça qui est j'ai été patient. J'ai été patient, ça c'était la phrase de mes bourreaux quand je faisais pas assez vite les choses, etc. Ils disaient j'ai été patient, ça voulait dire que ça allait vraiment chauffer, que ça allait être le pire du pire qui allait venir sur moi parce que je faisais pas assez vite ce qu'il fallait, que ce soit torturé, enfin toutes les choses monstrueuses qu'ils nous faisaient faire. Donc moi j'avais comme ça c'est pas des déclencheurs, c'est des phrases qui vous mettent en syndrome de stress post-traumatique parce qu'elles vous rappellent, elles sont directement collées à votre mémoire qui est dans l'inconscient. Donc par exemple moi faire la vaisselle, vous voyez, prendre simplement quelque chose et le tourner sous l'eau, c'est un syndrome que j'ai eu pendant des dizaines d'années toute ma vie. Je n'en suis d'ailleurs aujourd'hui pas guérie, même si j'ai retrouvé beaucoup et je sais que c'est dû à ça. Mais ça continue à me stresser de devoir retourner un plat sous l'eau. Donc vous aviez ce rôle de nettoyeuse
Qu'est-ce qui a fait que vous n'étiez pas à la place de ces enfants, de ces cadavres d'enfants? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez, malgré toutes les tortures, au final, la vie sauve? Alors d'abord, moi je veux dire que c'est quelque chose qui reste encore un mystère pour moi aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a aucune automaticité dans cette affaire parce que donc moi je subis un programme, j'ai été programmée pour tuer, donc vous imaginez ce qu'on fait pour vous entraîner à ça, et que j'aurais très bien pu mourir dans le programme. D'ailleurs à un moment j'ai fait une sorte de coma, enfin voilà, et ça s'est arrêté, ma programmation s'est arrêtée à peu près à ce moment-là. Mais j'aurais très bien pu succomber dans le programme et c'est pas un petit problème parce que mon grand-père étant médecin, il aurait fait un joli certificat de décès, enfin voilà, tout ça aurait été... j'ai envie de dire c'est un non-sujet. Donc moi j'ai vraiment un syndrome de survivante, c'est-à-dire je continue à me demander pourquoi moi je suis toujours en vie et pourquoi. C'est une question qui vous hante? C'est pas une question qui me hante, c'est une question à laquelle j'ai pas d'explication. Je crois que j'aurai la réponse au ciel et qu'à ce moment-là tout sera limpide. Mais c'est surtout moi je me suis aussi beaucoup posé cette question-là parce que moi je suis très torturée par ondes et que ma vie est souvent totalement insupportable à cause de ça. Il m'est arrivé, je suis désolée de devoir le dire comme ça, mais il m'est arrivé aussi d'envier les enfants qui étaient partis il y a une 50aine d'années maintenant de ma vie et d'être pas partis à ce moment-là, c'est vrai. Quand vous parlez de programme, c'est quoi? Est-ce que c'est équivalent au programme américain MK Ultra? Oui, tout à fait. Donc vous êtes programmé selon c'est vraiment une science de la torture, hein, c'est-à-dire que tout ça a été totalement étudié par des blouses blanches, par des médecins spécialistes du cerveau. Et donc on vous conditionne, on vous programme à faire un certain nombre de choses, on vous torture d'une certaine manière. Donc, je peux vous donner des exemples. Moi j'ai subi un rituel sur les 5 sens. Donc vous êtes torturé, brûlé sur les différentes parties du corps qui sont liées aux 5 sens. Excusez-moi, j'ai besoin de faire une pause. J'ai subi aussi un rituel sur les chakras. Donc pareil, vos différents chakras sont brûlés avec un rituel qui est fait. J'ai subi également un rituel, on m'arrachait l'ongle. Donc l'ongle de l'orteil droit, du gros orteil. Donc l'ongle était arraché. Il fallait que mon bourreau me l'arrache, ensuite le lèche. Et ensuite l'ongle repoussait et puis on recommençait. Voilà, donc moi pendant des années, je pétais littéralement des plombs lorsque je voyais sur des personnes, pas moi-même, donc je vous parle d'une période qui est bien postérieure à la période où ces rituels se déroulaient. Donc à ce moment-là, j'avais les ongles qui avaient repoussé et je n'étais plus torturée, mais je pétais littéralement les plombs quand je voyais vous savez, quand on perd son ongle et que l'ongle repousse, il y a une petite... voilà, il y a petit moignon d'ongle, on va dire, et l'ongle se met à repousser. Donc, moi, la vision de l'ongle qui repoussait, ça me foutait dans des états de terreur interne qui étaient monstrueux. Mais comment on survit à ces tortures? Vous devez avoir quand même une volonté, même si parfois vous dites j'aurais préféré être à la place de ces enfants, mais vous aviez quand même une volonté de vivre. Alors, je sais pas, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'à 10 ans, j'ai essayé de me suicider, parce que ma vie c'était l'enfer. J'ai vraiment délibéré avec moi-même à ce moment-là, si quelque chose me retenait, et à 10 ans, j'ai décidé que non, je voulais partir. J'ai essayé de m'électrocuter, je me suis électrocutée, je suis sortie de mon corps, parce que je me suis vue de dos. Je raconte ça dans le film aussi, et j'ai réintégré mon corps. Voilà, et donc j'ai jamais compris pourquoi je m'étais ratée, entre guillemets, puisque j'étais sortie de mon corps, j'aurais peut-être pas dû re-rentrer, mais toujours est-il que j'ai réintégré mon corps. Moi, je crois vraiment que... C'est un message? Je crois que j'ai été sauvée à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a été révélé par la suite, beaucoup par la prière, c'est que, on va dire que le monde céleste est intervenu pour que je réintègre mon corps et que je ne parte pas à ce moment-là. Après, c'était vraiment un combat... quand j'ai commencé à retrouver la mémoire, ça a été vraiment aussi 10 ans d'enfer. Et il y a vraiment beaucoup de fois où j'ai voulu passer l'éponge et partir parce que c'est plus compliqué souvent de rester, de métaboliser le mal qui vous est arrivé quand vous arrivez à vous en souvenir que de... Enfin, j'ai envie de dire, voilà, on se dit qu'en partant, tout ça s'arrête, quoi. Et c'est la grande paix. Oui, mais vous n'êtes pas parti, vous êtes toujours avec nous. Je suis pas partie. Je pense que j'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu beaucoup d'aide.
Il y a aussi le fait que moi je suis devenue croyante à 43 ans, donc avec mon chemin de libération, ça s'est fait à ce moment-là. Et c'est plus compliqué de se supprimer quand on a la foi. Voilà, moi je caresse parfois encore l'idée quand j'en peux juste plus, que c'est trop difficile. Et souvent à ce moment-là, il y a des grâces, il se passe quelque chose dans ma vie pour que j'ai du soutien, vous voyez. Ça prend des formes différentes, en général assez surnaturelles, pour que je continue à avoir la force d'avancer. Ces tortures, elles ont duré combien d'années? Oh, ça a duré, moi ça a commencé très tôt, j'étais bébé, des choses que j'ai retrouvées, j'étais vraiment tout bébé. Mes parents habitaient au Canada à ce moment-là, donc ça a commencé au Canada, puis ensuite quand on est rentré en France, c'est avec mon grand-père et le réseau sataniste de l'église que la continuité a été instaurée, on va dire. Mais jusqu'à, oui, je dirais 11 ans à peu près, 10-11 ans. Et pourquoi ça s'est arrêté après 11 ans? Moi, ce que je comprends, c'est que j'ai fait une sorte de coma. Enfin voilà, il s'est passé quelque chose dans les rituels qui fait qu'entre guillemets, ça s'est arrêté. Alors en fait, ce qui s'arrête, c'est les tortures physiques. Mais ce qui ne s'arrête pas, c'est que vous continuez à être dans les bases de données de l'état profond et vous continuez à être suivi par lui. Donc à ce moment-là, vous êtes sous contrôle mental. Donc l'état profond, c'est toute votre vie, influence votre vie, vous envoie des pensées, des émotions, contrôle littéralement votre cerveau, quoi. Donc il y a toute une phase où vous êtes en fait, non seulement vous êtes spirituel, mais vous êtes encore dans une cage psychotronique. Donc c'est un contrôle mental qui est à la base d'ondes. Et on vérifie que vous êtes bien l'esclave de cet ordre qui vous a formaté et programmé. C'est pour ça qu'il a souhaité que vous soyez dans la diplomatie, j'imagine. Alors je ne sais pas s'il a souhaité, j'ai envie de dire que après moi j'ai fait des études, j'ai avancé, etc. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit l'endroit où vous êtes, il vous utilise puisque vous êtes fait à sa main, entre guillemets. Donc voilà, on peut dire que votre esprit est programmé. Enfin, il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ce que c'est. Et ce qui est très compliqué pour moi, c'est que même si j'ai eu beaucoup de libération, je suis sortie d'une partie des griffes de ce qui a été programmé sur moi. Mais moi, je suis pas, je suis continuée à être torturée et suivie par ondes. Et ça, c'est loin d'être, c'est pas terminé. Donc il y a un moment, ils font ça d'ailleurs pour vous détruire, parce que finalement, vous n'êtes plus bonne à rien du point de vue de cet ordre. Vous savez que les gens qui font ça, ils n'ont aucun respect pour la vie humaine, aucun respect pour l'altérité. L'objectif, c'est que si leur avez appartenu, vous devez continuer à leur appartenir. Donc à partir du moment où vous ne servez plus leur dessein, on peut tout aussi bien vous envoyer des ondes pour vous éliminer, entre guillemets, vous rendre folle ou ce type de choses. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces attaques d'ondes pour ceux qui nous regardent et qui peut-être, pour certains, peut-être le vivent? Alors oui, tout à fait. Moi, j'appelle les gens qui vivent ça aussi à se mettre en lien avec moi, parce que je pense que c'est important qu'on puisse expliquer à nos contemporains ce que c'est, puisque par définition, ça marche parce que c'est tenu secret. Si c'était beaucoup plus diffusé comme information et s'il y avait une conscience de ça. Donc peut-être ce qu'on peut faire, je propose, est-ce qu'on peut projeter le petit schéma? Voilà, on va le projeter. Voilà. Ouais, moi je suis désolée parce que la photocopie n'est pas de très bonne qualité. Donc ça, c'est un petit schéma qui explique. Alors c'est une palette des tortures possibles et imaginables, mais c'est évidemment loin d'être exhaustif. Donc on va commencer en haut de la tête. Donc ce qu'on peut faire, c'est il y a des technologies qui existent aujourd'hui. On peut lire vos pensées et on peut également vous diffuser des pensées. Donc ça veut dire qu'on influence littéralement qui vous êtes. Vision forcée à l'état de veille. Donc ça veut dire c'est une forme de télépathie synthétique. Donc on vous envoie des visions. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, chaque fois que je rentre chez moi, alors je l'ai moins maintenant, parce que ils ont dû se lasser, ils vont y trouver autre chose. Quand je pousse la porte de chez moi, j'ai une vision dans mon cerveau qui s'inscrit. Je précise que je suis à l'état de veille, je ne suis pas du tout dans un état de sommeil, donc je suis en train d'ouvrir la porte de chez moi, une vision qui surgit. Donc il y a un homme dans cette vision avec un bidon d'essence qui déverse un bidon d'essence dans mon salon et qui met le feu à ma maison. Voilà, ça c'est le logiciel. Voilà, donc Hélène Pelos, quand elle rentre chez elle, voilà ce qu'on lui fait. Vous avez alors mouvement forcé de la mâchoire et de claquement de dents. Je coche également la case. Donc ça, on
On actionne vos muscles à distance, donc on vous fait claquer des dents. Alors moi, ce qui me fait aussi beaucoup, vous l'avez vu Mike au tout début de l'émission, donc c'est agitation des bras et des membres. Donc moi, je ne peux pas contrôler concrètement, c'est-à-dire que voilà, mes membres inférieurs et supérieurs vont être secoués de tremblements et de spasmes. Ça et la mâchoire, ça c'est un très grand classique. Alors toutes les brûlures en tout genre. Donc on va vous brûler toutes les parties du corps. Voilà, donc ça peut les membres, vraiment toutes les parties du corps, ça aussi je connais. On va également avoir des sensations d'aiguilles, quand on enfonce des aiguilles dans votre peau. C'est extrêmement désagréable aussi. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle, ce qui est fait par des paradoxeurs, donc on va vous induire du sommeil. Donc au moment où vous devez faire un truc très important, notamment pour que des choses liées au combat spirituel qu'on vit aujourd'hui, on va vous envoyer des ondes qui vont vous foutre dans un état de... Vous endormez littéralement, quoi. Vous ne pouvez plus rien faire, vous pouvez également vous effondrer sur vous-même, votre corps peut être projeté aussi. Moi j'ai vu ça, le corps projeté à un autre... à 3 mètres, quoi, littéralement dans la même pièce. Moi, alors, ce que j'ai beaucoup aussi, c'est le blocage du centre de la parole. Donc, il vous envoie des ondes qui font que vous ne pouvez plus parler. Vous pouvez encore penser, mais vous ne pouvez plus parler. Donc, il faudra notamment, quand je dois avoir des entretiens téléphoniques avec des personnes pour discuter de ce genre de choses, par exemple, ou pour communiquer à d'autres ce genre de choses, là, bon, voilà, hop, ils vont bloquer le centre de la parole dans le cerveau. On peut évidemment vous déclencher des battements cardiaques, vous faire accélérer votre cœur. Ça peut bien sûr aller jusqu'à arrêter votre cœur. Ça, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oui, faire que vous démangiez, etc. Alors moi, il faut un truc, ça c'est vraiment réservé aux gens qui ont été ritualisés. Ils vous renvoient par onde la mémoire. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais quand on vous fait une torture particulière, votre cerveau, il réagit par une onde de souffrance, entre guillemets, liée à une douleur particulière. Tout ça, c'est stocké, mémorisé, enregistré. Bon, pour comprendre comment ça marche, il faut aussi comprendre qu'il y a eu des recherches sur le cerveau incroyables qui ont été faites depuis la Seconde Guerre mondiale, mais que tout ça n'est pas forcément mis sur la place publique. Donc en fait, ils vous renvoient, moi, ce qu'ils essaient pour me contrôler, me garder sous la chape de plomb de ce qu'ils m'ont fait enfant, c'est qu'ils me renvoient les mémoires de torture de ce qu'ils m'ont fait. Donc d'un seul coup, moi, je vais ressentir une douleur dans mon orteil droit, comme si on me l'arrachait encore aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, plus personne ne m'arrache l'ongle de l'orteil droit, mais je ressens la souffrance. Brûlure des parties génitales, anales, etc. Enfin, électrocution, ça c'est un grand truc qu'il me faut. Il me renvoie un nombre d'électrocutions dans le cerveau. Voilà, donc ça c'est vraiment les ondes. Après, je passe sur d'autres choses que j'ai eues. Câble internet coupé, maison intrusée, pneus crevés. Enfin, ça, on va dire, c'est du classique. Ça n'a rien à voir avec les ondes, mais ça se fait aussi, bien sûr. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.